Merci à Yvan de me donner la parole parce qu'effectivement, je reviens juste. J'étais encore il y a une semaine à Vientiane en Laos et je suis rentré d'un voyage au Tonkin et au Laos, au Nord Laos. Et l'objet de mon voyage était d'abord de rendre un hommage à un de mes cousins qui est mort à Dien Bien Phu le 14 avril 1954. Et donc, je n'ai pas retrouvé sa tombe, parce qu'il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, au niveau de Dien Bien Phu c'était un village en 1954, quand les Français se sont positionnés. Ils se sont positionnés à Dien Bien Phu, c'est pour ça que j'ai mis une carte. Ils se sont positionnés à Dien Bien Phu parce que Dien Bien Phu est ici. Là, vous avez le Tonkin. Là, vous avez dans la partie nord, vous avez le Tonkin. Là, vous avez la Chine. Et Dien Bien Phu se trouve ici. C'est juste à la frontière avec le Nord-Laos. Or, les Français avaient un engagement vis-à-vis du Laos. Et donc, le gouvernement de l'époque, de la 4e République, avait prévu, avec Bijard et puis aussi avec le général Navarre, qui commandait en Indochine, il avait prévu de mettre en place un verrou au niveau de Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, c'est une cuvette qui fait 5 km de large sur 15 km de long, entourée de montagnes. Et donc, l'objectif, c'était d'arrêter l'armée Viet Minh. Viet Minh, ça veut dire les Viettes. Les Viettes, c'est je dirais, ce sont les gens qui habitent le Vietnam. C'est je dirais, l'ethnie majoritaire, 80% du Vietnam. Et Minh, pourquoi Minh? Parce que c'était je dirais, dirigé par le général, par Ho Chi Minh, qui était l'homme qui avait constitué le Parti communiste vietnamien en 1930. Donc c'était le Viet Minh. Et donc, pour arrêter le Viet Minh, pour éviter que le Viet Minh vienne au niveau du Laos, ils avaient mis en place Dien Bien Phu. Mais je suis aussi allé au niveau de la RC4, parce qu'il y a eu des combats de la RC4 qui se sont déroulés. La RC4, c'est cette partie qui se trouve entre Cao Bang et Lang Son. Et c'est par ici, sur le col au milieu du côté de Také, que en 1950, entre le 1er et le 9 octobre 1950, eh bien, la France, qui était en mauvaise position, parce que manifestement De Gaulle n'avait pas fait le travail, ou il l'avait mal fait comme d'habitude, et donc les Français ne savaient plus si ils allaient rester au niveau du Tonkin, et donc il avait été prévu qu'ils évacuent Cao Bang. Mais en évacuant Cao Bang, ils ont été pris en étau par les Viettes. Et pourquoi ils ont été pris en étau par les Viettes dans ce secteur-là? Parce que vous voyez qu'on est juste à la limite de la frontière avec la Chine. Et en 1954, après, je dirais, la guerre de Corée, la Chine était devenue communiste et Mao Tse-tung a aidé Giap, a aidé le Viet Minh et donc Ho Chi Minh à chasser les Français. Donc il y a eu déjà une première saignée, si j'ose dire, pour employer ce mot-là, une première saignée sur la RC4 en octobre 1950, qui a, je dirais, s'est traduit par la mort de 5000 prisonniers français morts et prisonniers par le Viet Minh. Donc ça a été, je dirais, l'avant-goût de Dien Bien Phu. Et Dien Bien Phu s'est déroulé entre, je dirais, le mois de mars, la bataille de Dien Bien Phu a duré entre le 13 mars et le 7 mai 1954. Et en fait, j'ai visité à la fois au niveau de Dien Bien Phu le camp retranché français, mais aussi la partie Viet Minh. Et je dirais, la grande leçon de cette bataille de Dien Bien Phu, c'est que Giap, qui avait été, je dirais, démis sur une autre bataille près de Hanoï, bon, vous voyez que Hanoï est ici, Hanoï est ici, Dien Bien Phu est là. Vous avez 400 km. En 1954, on n'avait pas les moyens aériens qu'on a maintenant. Et donc, on n'a pas été aidé par les Américains. Les Américains ne nous ont pas du tout aidés à ce niveau-là. Et c'est un des points de la chute de Dien Bien Phu. Donc, je suis allé rendre hommage à mon cousin, qui était parachutiste du 8e choc. Il était infirmier parachutiste au 8e choc. Il travaillait avec le commandant Growin, qui était le commandant qui s'occupait à Junon de l'hôpital de Dien Bien Phu.
Et en allant sur Dominique III, c'est une des collines, je ne peux pas rentrer dans le détail, une des collines de Dien Bien Phu, il a été blessé. Il a été blessé le 11 avril. C'était le jour des rameaux, le dimanche des rameaux. Et il est mort 3 jours après, à Dien Bien Phu. Et comme de toute façon c'était la bataille, depuis le début, la piste d'aviation était, je dirais, était inexploitable. Et donc il est mort sur place. Et il est mort comme beaucoup de Français et de Vietnamiens, parce qu'il y avait dans cette armée d'Indochine, il y avait des Français, mais il y avait aussi des Vietnamiens. Il y avait aussi des gens qui étaient de l'Indochine française, de l'ensemble de l'Indochine française. Et donc ils sont restés sur place. Et aujourd'hui encore, à travers la RC4 et à travers Dien Bien Phu, il y a encore 15 000 Français, 15 000 soldats français qui n'ont pas été rapatriés. Voilà, donc ça c'était l'objet de mon déplacement, et dans le cadre de ce déplacement, je voudrais indiquer une chose importante, c'est quand je suis passé, parce qu'en fait j'ai fait, vous voyez, cette partie-là, plus la partie sud, là près de la frontière chinoise, ici, et ensuite on est passé au niveau du Laos. Et alors, vous avez la Chine qui est ici, et j'ai pu constater qu'au niveau du Laos, eh bien, la Chine est en train d'investir complètement le Laos. Le Laos, c'est en superficie la moitié de la France, 275 000 km², 7 millions d'habitants seulement. Donc il y a très peu, c'est très montagneux, il y a peu de monde. Et la Chine est en train de construire un TGV qui va traverser l'ensemble du Nord Laos, ensuite passer en Thaïlande et passer ensuite en Malaisie pour aller jusqu'à Singapour. C'est une des routes de la soie. Et les Chinois s'implantent, ils ont créé une société qui s'appelle China Power. J'ai pu voir leurs différents camps de base dans le cadre de l'élaboration de ce chemin de fer rapide, puisqu'il leur faudra seulement que 36 heures pour aller de la frontière chinoise, je ne sais pas si vous voyez, jusqu'à Singapour. Donc c'est quelque chose de remarquable au point de vue approche. Et alors la stratégie des Chinois, c'est de dire, eh bien, par exemple dans la partie laotienne, 30% du coût de ce train à grande vitesse, de voie, de grande vitesse, est, je dirais, financé par le Laos, qui a d'ailleurs quelques difficultés financières, et 70% par la Chine. Ça veut dire que c'est la Chine qui est en train d'investir l'ensemble de l'ancienne Indochine française. Alors ils ne le font pas au niveau du Vietnam, parce qu'ils ont subi en 1979 une déconvenue, suite à, je dirais, au conflit cambodgien, où les Vietnamiens s'étaient investis, et les Chinois ont cru qu'effectivement ils pourraient récupérer une partie du Tonkin. Mais les Vietnamiens se sont battus comme des chiens pendant 3 semaines, et ils ont arrêté cette bataille. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand vous allez de Haut-Tonkin ou quand vous allez au nord Laos, vous avez une bande de 20 km, et il vous faut un permis pour pouvoir accéder à cette partie qui est près de la frontière chinoise. Parce qu'il y a toujours une espèce de tension qui reste en place. Voilà. Donc, retenez surtout, si vous voulez, au niveau de l'ancienne Indochine française, je dirais la Chine qui est en train d'investir l'ensemble du sud-est asiatique. Et pourquoi ils l'investissent? Ils l'investissent pour une raison très simple, et là on ne le voit pas sur la carte, c'est qu'au-delà si vous voulez, du golfe du Tonkin, vous avez ce qu'on appelle les îles Paracels. Et les îles Paracels remontent en totalité jusque devant le Japon. Et ces îles Paracels ont été prises, il y a une revendication qui a été faite au niveau des Chinois, et les Chinois ont implanté différentes bases pour contrer les Américains. Et le hasard a voulu que, donc effectivement, alors pourquoi ils ont implanté cette partie-là? Parce que là, ici, vous avez du pétrole. Du pétrole, et vous avez dans le Brunei, le Sarawak, vous avez des éponges à pétrole. Et le problème des Chinois, c'est d'avoir du pétrole qu'ils n'ont pas. Ils ont du charbon, mais ils n'ont pas de pétrole. Donc là, ils ont investi cette partie-là, et ils sont en train de, je dirais, c'est un match important avec les États-Unis.
hein, qui sont implantés également dans ce secteur-là. Et je me suis trouvé, moi, j'ai quitté Hanoï le 26 février, la veille, je dirais, du sommet entre Trump et le président de la Corée du Nord, dont j'ai oublié le nom. Et le président de la Corée du Nord, il est venu depuis la Corée du Nord, en traversant la Chine, il est venu avec son train blindé jusqu'à Hanoï. Parce qu'il ne veut pas prendre l'avion, et donc il est venu avec son train blindé. Hein, ce qui a fait rire beaucoup de Vietnamiens. Par contre, quand j'ai quitté Hanoï pour aller sur Dien Bien Phu, eh bien, la CIA était déjà en place pour, je dirais, l'arrivée de Trump le lendemain au niveau du sommet, du fameux sommet pour la paix entre la Corée du Nord et je dirais, et Trump. Mais en fait, la Corée du Nord est simplement un prétexte. En fait, on voit là qu'il y a une espèce de match qui va s'intensifier entre les Américains et, je dirais, les Chinois. C'est la préparation du futur conflit entre la Chine et les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la Chine était très implantée au niveau de l'ensemble du Sud-Est, et j'ai pu même m'en apercevoir, c'est parce qu'au nord de Hanoï, vous avez une immense usine, Samsung, qui fait l'ensemble des téléphones portables que vous avez probablement tous les uns et les autres. Donc, manifestement, la Chine, je dirais, a pris position dans l'ensemble de ce secteur-là. Voilà, je m'arrête là. On m'a demandé de faire bref. Je fais bref.